Aujourd'hui, en fait, on a la chance d'accueillir la clinique Droit Devant, qui est un des membres du ROMI, qui va nous parler du plein accès au PAGIC. Le PAGIC est le programme d'accompagnement justice itinérance à la Cour. Euh, il va y avoir, en fait, on va commencer sous forme d'une présentation. Ça va être sous forme de questions adressées aux intervenantes. Puis on va inciter votre participation via la plateforme Menti. Ça, mon collègue Mauricio va vous expliquer. Et puis en plus de cette période un peu d'interaction, on se garde une période à la fin pour des échanges avec les personnes qui sont en salle, même virtuelle. Donc aujourd'hui, on a deux invités. On a Janou, je vais dire aussi les noms de famille. Donc c'est Janou Radila et Kumba Ali Babi. Janou, en fait, s'intéresse à tous les types d'exclusion sociale, particulièrement en contexte urbain et à la défense des droits. Dans le communautaire, depuis 2016, elle travaille à la clinique Droit Devant depuis l'an passé, mars 2024. Elle est intervenante sociale et chargée des formations aux intervenantes et des ateliers destinés aux personnes premières concernées. Et elle est accompagnée de Kumba, qui est juriste de formation, qui a rejoint l'équipe de la clinique Droit Devant en septembre 2024 et qui, au cours de sa carrière, a principalement travaillé dans le milieu communautaire en lien avec la défense et l'accès aux droits. Et elle a de l'expérience auprès des personnes en situation de précarité, vulnérabilité et des personnes qui ont un parcours d'immigration. Donc, ça fait un peu le, c'est ça, la présentation de nos deux personnes ressources aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Donc, en premier, bonjour tout le monde, Mauricio. Donc, on va utiliser aujourd'hui pendant la présentation Menti. Donc, l'idée, c'est de faire cette participation de cette séance aujourd'hui très participative. Donc, Kumba et Janou vont nous poser des questions. Donc, l'idée, c'est participer. On va afficher les codes QR et les liens sur les chats. Donc, avec votre téléphone, vous pouvez simplement aller et répondre aux questions qu'on va donner pendant la présentation. Donc, je vais de suite commencer avec les questions pour nos invités. Donc, Kumba, Janou, si vous pouvez nous raconter un peu quelle est l'histoire de la clinique Tour de Vente, s'il vous plaît. Oui, ben premièrement, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation aujourd'hui. On est contente d'être parmi vous. Euh, la clinique Droit Devant, c'est quand même un historique peu classique là, d'organisme communautaire. Fait que en 2003, il y a la table de concertation jeunesse itinérance du centre-ville et le RAPSIM, qui est le réseau d'aide pour les personnes seules et itinérantes de Montréal, qui se sont alliés, puis ils ont créé une genre d'instance qui s'appelle l'opération droit devant. Le but de cette instance-là, c'était de colliger de l'information en lien avec la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance parce qu'on se rendait compte que ces personnes-là recevaient des tickets de façon abusive, des fois injustifiée ou des fois de façon différenciée des personnes logées. Fait que c'est comme ça que ça a été créé à la base. Puis de fil en aiguille, ben, on a commencé à élargir les activités pour accompagner les personnes. Donc, au lieu d'être simplement une instance plus de représentation, ben là, on accompagnait les personnes directement qui avaient et des infractions criminelles puis des tickets. En 2006, là, c'est devenu vraiment un service à part entière du RAPSIM, cet accompagnement-là. Puis, ça a duré comme ça pendant 7 ans. Puis après 7 ans, ben là, on se rendait compte que c'était vraiment, tu sais, que les besoins continuaient d'être là, puis que, tu sais, ça allait en augmentant. Donc, en 2014, la clinique Droit Devant est devenue un organisme communautaire autonome, euh, à part entière, puis dont la mission, c'est d'aider les personnes en situation d'itinérance qui l'ont été ou qui sont susceptibles de l'aide à régulariser leur dossier judiciaire.
Puis quand on parle de situation d'itinérance, c'est vraiment de façon large, puis c'est encore plus d'actualité ces jours-ci là, avec la crise du logement. Fait que ça peut être du couchsurfing, ça peut être quelqu'un dont le logement il est insalubre, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'enjeux avec le tribunal administratif du logement, puis qui est très insécure ou instable. Ça peut être quelqu'un qui a des très petits baux là, de 3 mois et tout ça. Fait que c'est vraiment de façon large. Des fois, on n'utilise pas nécessairement le mot situation d'itinérance avec les personnes qu'on accompagne parce que ça leur parle pas nécessairement. Fait qu'on essaye d'utiliser des synonymes, là. Donc, instabilité, avoir des habitudes de rue. Des fois, on leur demande plutôt c'est quoi leur situation, puis nous, on se rend compte que ça concorde avec nos critères. Fait que c'est ça de façon générale. Puis là, à l'heure actuelle, notre équipe, elle est composée de 7 personnes. Fait une coordonnatrice, une directrice, puis 5 intervenantes. Mais donc, incluant 4 intervenantes qui font de l'intervention à temps plein. Puis moi, mon poste, il est 60% autres tâches, là, responsable des formations et de la mobilisation, puis 40% intervention. Fait que c'est pour vous donner une idée de quand même la charge de travail qu'on a là, avec notre petite équipe. Notre philosophie puis notre posture, c'est vraiment relié à la défense des droits. Donc, c'est pour nous, la défense des droits, ça prime sur la régularisation du système, de la situation judiciaire, pardon. C'est-à-dire que tous nos services sont volontaires. Même dans le cas où la personne a une accusation criminelle, ben, nous, notre objectif, c'est vraiment d'informer le plus possible la personne de toutes les conséquences positives, neutres ou négatives qu'il peut avoir sur sa situation. Donc, dans cette optique-là, on a vraiment une approche de respect des choix puis d'exposer toutes les possibilités possibles aux personnes, incluant l'option de ne rien faire dans le cas d'étiquette, par exemple. Euh, en, tout en donnant toutes les informations pour que la personne puisse prendre un choix éclairé, mais on leur explique que si pour l'instant sa priorité, c'est pas de régulariser cette étiquette, nous, c'est vraiment pas à nous de nous positionner pour la personne. Elle est maître de sa vie, puis elle sait qu'est-ce qui est prioritaire pour elle en ce moment. On part aussi du principe que les personnes à la base ne devraient pas recevoir d'étiquette, les personnes en situation d'itinérance, parce que, ben, premièrement, ils ont très rarement la capacité de les payer, là, fait que ça peut rajouter juste un stress supplémentaire, puis c'est un peu un levier là, aussi de nettoyage, là, d'essayer de donner des étiquettes pour que les personnes utilisent moins les espaces publics. Euh, Puis on voit beaucoup, beaucoup de profilage social aussi, euh, autant au niveau d'étiquette qu'au niveau criminel. Donc ça, c'est comme j'ai dit au début, c'est vraiment une différenciation dans le traitement de, des personnes. Fait que par exemple, si une personne habillée en veston-cravate qui va traverser la rue sur un feu rouge, ben ça se peut très bien que les policiers fassent comme si de rien n'était. Mais si c'est une personne qui a un look un peu plus marginal, par exemple, ben, en tout cas, je veux pas utiliser n'importe quelle figure là, physique, mais en tout cas qui est plus marginalisée. Souvent, les personnes sont identifiées plus facilement par les policiers, par les instances, puis un traitement différencié. Même chose dans les parcs, tu sais, boire de l'alcool. Donc, on voit vraiment beaucoup d'étiquettes que les personnes reçoivent, que des fois, ça fait aucun sens, là, comme j'utilise souvent, moi, l'exemple de flâner dans le métro, mais pourtant, moi, si j'attends que sur un banc, qu'il y a 2, 3 métros qui passent avant d'embarquer, je flâne, puis je me fais pas dire que je flâne. Mais si c'est une personne en situation d'itinérance, ben, il y a un constable spécial qui voit qu'elle attend 2, 3 métros qui passent, ben, ça se peut qu'elle aille l'intercepter puis lui donner un ticket. Fait que voilà. Donc, parfait, merci. Donc, maintenant, on parle de profilage. On va lancer la première question. Donc, sur les chats, ici, je vais laisser les liens et aussi, je vais maintenant partager
la... Je vais partager dans l'écran aussi les codes QR. Merci. Donc, Florence vient de les partager aussi. Donc, vous pouvez simplement scanner les codes QR ou cliquer sur le lien qui est dans le chat et poser vos réponses. Donc, maintenant, vous allez voir déjà la question qui est la suivante. Donc, sous quelle forme ou quelle forme se présente le profil social dans vos organismes? Donc là, vous pouvez ajouter des mots, des phrases. On va faire comme une espèce de nuage qui va donner aussi l'espace à une discussion. Donc, voici, on commence à voir les réponses. Mauricio, est-ce que tu repartages l'écran pour les réponses ou veux-tu que... Oui, merci. Donc, arrête le partage de ton côté et je vais partager ça de suite, bien sûr. Mhm. Donc, comme je disais, vous devez simplement aller sur les liens ou avec votre téléphone, avec les codes QR, et scanner et vous allez directement sur la page qui vous pose la question et vous devez simplement écrire quelques mots. Mhm. 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 Juste pour vous donner un peu de contexte, aujourd'hui, on a des personnes qui travaillent dans les milieux communautaires, plus côté immigration, personnes qui travaillent plus contexte itinérance. On a aussi des conseillères, pardon, on a aussi des intervenants qui travaillent dans les milieux de la santé. Donc, on aura comme des différentes perspectives. Donc, c'est très intéressant de valider ça avec vous. Parfait. Donc, je te donne une minute de plus. Faten, je viens de voir que tu as mis une question sur le chat. Donc, Florence avait dit oui, on aura aussi une période de questions après la présentation. De toute manière, si Kumba et Janou, si vous pensez que vous pouvez comprendre des questions de suite, c'est à vous aussi comme de nous confirmer que c'est possible. Je pense que la présentation est pas super longue, donc on peut la finir et passer aux questions. Comme ça, on aura plus de temps. Parfait. Donc, garde ta question, s'il te plaît, Faten. Bon, merci pour les réponses. Donc, Kumba, Janou, à vous, si vous voulez donner quelques commentaires. Bonjour tout le monde. Honnêtement, tous les mots qui sont apparus, les phrases, tout ça, ça nous parle énormément parce que c'est des choses que nous entendons au quotidien dans le cadre de nos missions. Donc, c'est vraiment, ça reflète ce qu'on reçoit comme commentaire. Oui, puis je suis vraiment d'accord. Puis j'ajouterais aussi que le racisme, là, qui est sûrement le mot qui est revenu le plus souvent parce qu'il est plus gros, ben ça, c'est un double profilage parce qu'il y a le profilage social qui est vraiment plus axé sur la condition sociale de la personne. Puis il y a le profilage racial aussi, là. Fait que les personnes, nous, qu'on accompagne dans le cadre de ce projet-là, ils ont vraiment le double profilage, là, autant social que racial. Fait que c'est intéressant de voir ça, là. Parfait. Donc, merci. On va continuer donc avec la prochaine question.
Mhm. Donc, Kumba Janu, question, quels sont les services offerts par la clinique Droit Devant? Alors, la clinique droit devant, je pense que c'est important de préciser dès le départ que nous ne sommes pas des avocats. Donc, on ne va pas donner de conseils juridiques. Ce qu'on fait, c'est vraiment de l'intervention psychosociale. Donc, on va donner l'information juridique, mais on ne va pas donner de conseils juridiques. Parce que souvent, quand les personnes viennent nous voir, je pense qu'il y a cette confusion. Ça marche aussi par le bouche à oreille. Donc, il y a pas mal d'éléments qui sont perdus en cours de route. Donc, c'est vraiment important que si jamais vous orientez des personnes à la clinique, qu'ils sachent qu'on n'est pas des avocats et qu'on ne fera pas le travail d'avocat. Ceci étant dit, donc nous faisons de l'accompagnement psychosocial et on fonctionne, la clinique est ouverte, on va dire 4 jours semaine. Donc, les lundis et les mardis, ce sont nos périodes de sans rendez-vous. Le lundi, c'est toute la journée et le mardi, ça va être plutôt l'après-midi de 1 heure à 4 heures. Donc, ça fonctionne au sans rendez-vous. Les personnes se présentent spontanément à la clinique. Souvent, la porte d'entrée, ça va être surtout parce que les personnes ont beaucoup de tickets et ils souhaitent les régler. Dans ce cas, il arrive aussi que les personnes n'aient pas les tickets sur eux. Donc, ce qu'on peut faire en termes de service, c'est faire une sortie de dossier avec la ville de Montréal, donc qui va nous faire sortir tous les tickets, toutes les contraventions que les personnes ont reçues. Et ensuite, on va leur expliquer leurs options. Donc, parmi les options, comme Janou l'a dit tout à l'heure, ça va être celui de ne rien faire parce qu'il n'y a plus de peine d'emprisonnement à Montréal pour non-paiement d'amende. Donc, ça, c'est une option qu'on leur dit. Ensuite, il y a la possibilité de faire des travaux compensatoires avec une échelle. C'est un peu technique, mais en fonction du montant, par exemple, les 500 premiers dollars, ça va être payé à 10 dollars de l'heure, ainsi de suite, et ça va monter, voilà, crescendo. Et il y a aussi la possibilité de faire une entente de paiement. Dépendamment de la nature des tickets, ça peut être des ententes aussi basses que 5 dollars. Mais par exemple, tout ce qui va être ticket CSR en lien avec le code de la route, ça va être des ententes à partir de 20 dollars. Donc, c'est un minimum que les gens peuvent payer, mais s'il y a un mois où ils sont un peu plus confortables, ils pourraient payer un peu plus. La plupart du temps, c'est vraiment des montants qui conviennent aux personnes qui viennent nous voir. Euh, En plus de voilà d'expliquer, de donner l'information aux gens sur comment régler leur ticket, on fait aussi des accompagnements à la Cour municipale de Montréal et au Palais de justice. Donc, encore une fois, c'est pas l'équivalent d'un travail d'avocat, mais c'est plus comme un support moral, pouvoir donner de l'information aux gens, pouvoir les accompagner, mais on va pas faire de conseils juridiques. On fait aussi des accompagnements auprès en déontologie, auprès de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Quelque chose qui fait aussi partie des tâches de Janou, c'est la formation qu'on donne aux intervenants, mais aussi un atelier des droits aux personnes directement concernées. Ensuite, on gère aussi le PAGIC, qui est le programme d'accompagnement accès justice à itinérance à la cour. Donc, il y a 2 volets. Il y a un volet pénal qui va concerner plus les contraventions, donc les tickets. La spécificité de ce PAGIC-là, c'est que on peut le faire une fois dans sa vie. Donc, ça requiert aussi certaines conditions. Ça demande un minimum de stabilité, notamment résidentielle. Il faut que les personnes soient, on va dire, en sortie de rue et qu'elles ne soient plus susceptibles de recevoir de nouveaux tickets. Donc, quelque chose qui peut être proposé dans le cadre de ce programme-là, c'est un retrait des tickets ou une réduction des frais. Donc, comment ça se passe? C'est que les procureurs de la couronne avec qui on travaille se déplacent directement dans les locaux de la clinique. Ils sont habillés en civil, vraiment pour que les personnes puissent être à l'aise. Donc, c'est des rencontres entre les procureurs, une personne de la clinique et les personnes accompagnées.
Donc, c'est vraiment un échange et à l'issue de l'échange, il y a un deal qui est proposé par le ou la procureur à la personne. Donc, ça peut être un retrait de l'entièreté d'étiquette. Par rapport à la nature d'étiquette aussi, ça peut être juste une réduction des frais. Et le tout est finalisé devant le juge où il y a une date de cours. Donc, à ce niveau-là, la personne n'a pas nécessairement besoin d'être représentée par un avocat. C'est plus du formel, on va dire. L'autre volet du PAGIC, qui est le PAGIC criminel, c'est plus pour des causes criminelles mineures. Donc, ça va être, par exemple, pour des vols de subsistance, des méfaits. Donc, tout ce qui peut être réglé, on va dire, à la Cour municipale de Montréal. Donc, ce programme, contrairement au PAGIC Ticket, est beaucoup plus long parce que ça peut durer, on va dire, entre une année, pardon, et un an et demi. Donc, c'est une série de suivis. Dans un premier temps, il y a une évaluation de la personne. Et souvent, dans ce cas-là, ce sont les avocats des personnes qui nous les orientent. Donc, il y a une évaluation qui est faite à la clinique pour vérifier l'admissibilité. Pour ce PAGIC, par exemple, il n'y a pas nécessairement besoin d'une stabilité résidentielle. Les personnes peuvent toujours être en situation d'itinérance, en situation de rue. Et donc, c'est vraiment un programme où on va ensemble travailler avec les personnes accompagnées sur des objectifs. C'est pas des objectifs très contraignants, sachant que l'idée, c'est vraiment pas de mettre les personnes en échec. Donc, l'objectif de ce PAGIC-là, volet criminel, c'est que les personnes aient une sentence plus clémente que la prison. Par exemple, des choses qui pourraient leur valoir du temps, on va dire, de prison, bah, en complétant ce programme-là, ça va permettre d'éviter la prison et en ayant un meilleur deal. Donc, des fois, c'est des retraits des accusations, des fois, c'est des deals dépendamment voilà, des échanges entre, encore une fois, les avocats, nous et les procureurs. Euh, donc, c'est ça. Je pense que j'oublie rien. Donc, c'est Parfait. ça pour le PAGIC criminel. Parfait, merci. Donc, en parlant d'étiquette, maintenant, on va passer à la prochaine question sur les mentis. Donc, vous pouvez déjà aller sur vos appareils. Donc, question suivante. Parmi les personnes que vous accompagnez, est-ce que certains sont venus vous voir avec des tickets ou des dossiers criminels? Donc, il y a deux réponses possibles, oui ou non. Donc, s'il vous plaît, allez sur Menti maintenant. Vous avez les liens sur le chat ou les codes QR ici à l'écran. On se donne 30 secondes de plus. Hmm. Après, on va voir aussi une question plus ouverte à ce sujet-là. Donc, on se donne 10 secondes et on y va avec la prochaine question. Parfait. Donc, on a 75 et 25. Et la question suivante est, que faites-vous pour faire face à ces situations? Donc, les personnes qui ont dit oui, quand vous recevez quelqu'un qui est en situation comme ça, une demande comme ça, qu'est-ce que vous faites? Donc, maintenant, c'est plus une question ouverte. Et même s'il y a quelqu'un qui vous prend la parole et nous raconter un peu euh, bon, un cas, donc vous pouvez aussi lever la main et on va vous donner l'espace pour raconter un peu ce qui s'est passé. Mhm. Merci pour la réponse.
On se donne encore 30 secondes. Hmm. Donc, parfait. Donc, Jeannot Kumba, est-ce que vous avez des commentaires? Ben non, on prend connaissance. En effet, tu sais, on voit qu'il y a des organismes aussi là-dedans qui peuvent être des partenaires et tout, mais je pense qu'on a été interpellés par Je suis démunie parce que c'est ça, il y a vraiment des particularités aux personnes à statut précaire d'immigration, surtout notamment dans les dossiers criminels, là. Fait que on comprend un peu cet état-là d'être face à une situation où on ne sait pas trop quoi faire. Parfait, bien sûr. Donc, merci. On continue dans ce cas-là avec la prochaine question. Donc, comment est-ce qu'a été né le projet PAGIC? Ben, ben, en fait, ça fait un lien. Parce que Pagic, de façon générale, comme Kumba l'a expliqué, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puis le projet Plein accès au Pagic, ça, c'est spécifiquement pour les personnes à statut précaire d'immigration ayant connu l'itinérance ou étant en situation d'itinérance. Euh, c'est justement, là, comme je disais, c'est en constatant ces particularités-là des personnes, surtout qui ont des dossiers criminels et qui ont soit un statut de demandeur d'asile, de réfugié ou de résident permanent, qu'on a vu la nécessité d'essayer de se pencher un peu plus là-dessus parce qu'il y a des particularités, puis on se rendait aussi compte qu'il n'y avait pas nécessairement de lien avec notre organisme, que les personnes peut-être qui étaient plus désaffiliées aussi de notre organisme. Fait qu'on a décidé de créer ce projet-là. Ça fait un peu plus qu'un an maintenant. Puis c'était dans l'optique d'ouvrir l'accès à nos services de façon plus adaptée aux personnes qui ont ces statuts-là ou qui sont sans statut. Au début, un de nos objectifs dans ce programme-là, c'était surtout de recueillir les témoignages, d'accueillir les vécus des personnes directement concernées, puis de faciliter l'accès au programme PAGIC criminel qui existe déjà, mais qui n'est pas très bien connu. Euh, Parce que quand il est question de statut précaire d'immigration, vu que les implications sont peut-être des fois différentes, les conséquences sont peut-être différentes, ben, il y a moins de liens, là, on a l'impression. Fait que dans le but aussi de sensibiliser éventuellement les avocats, avocates, on a créé ce projet-là. Puis au départ, on avait eu de l'argent de la Fondation du Grand Montréal. Maintenant, il y a l'arrondissement aussi qui nous soutient financièrement. Euh, Puis il faut savoir que tu sais, c'est un plus. Ce projet-là, c'est un plus à nos services réguliers parce que ça s'inscrit dans le PAGIC qu'on fait déjà. Et c'est pas un nouveau service qu'on a offert, c'est vraiment pour faciliter l'intégration dans ça euh, avec ces populations-là parce que ça s'inscrit dans le PAGIC. Puis c'est ça. Fait que c'est comme un à côté, mais vraiment dans la volonté d'aller vers les personnes. Donc, on a ouvert au départ des périodes spécifiques pour qu'on puisse rencontrer ces personnes-là. Euh, En fait, c'est un projet qui était au début sur 3 ans. Là. Fait qu'au début, on voulait, comme je disais, rencontrer les personnes, documenter, leur offrir un espace sécuritaire. Puis l'objectif, au final, c'est de tranquillement plus adapter puis plus faire le pont euh, vers les avocats ou vers les ressources, mais aussi, tu sais, nous mieux connaître de quelle façon on peut accompagner les personnes. Parfait, merci. Je vois que Abdoulaye, tu as la main levée. Est-ce que tu veux faire poser une question? Oui, juste une question si possible. Oui, Merci vas-y. Mauricio, merci Kumba et Jano pour la présentation. Ma question elle est la suivante, c'est de savoir, attendu que vous ne faites pas de l'assistance judiciaire à vos cibles, comment est-ce que l'assistance judiciaire se déclenche? C'est la cour qui a déjà des avocats commis d'office ou comment ça se passe? Je vais y aller, je vais. Je peux y aller. Ben, on travaille, par exemple, avec les avocats de l'aide juridique. Donc, si les personnes sont admissibles à l'aide juridique, ça va plus être les avocats qui vont prendre ça en charge, les avocats de l'aide juridique.
Dans le cadre du PAGIC, c'est ça, du PAGIC criminel, ce sont les avocats qui réfèrent les personnes à notre clinique et non l'inverse. C'est pas nous qui référons. Mais ça arrive des fois que les personnes ont des causes criminelles puis pas d'avocat. Puis dans ce cas-là, on les dirige vers l'aide juridique, mais on travaille vraiment en partenariat. Fait que souvent, les personnes ont déjà des avocats. Ah, ton micro est fermé. Bonjour, c'est plus facile comme ça. Donc, question suivante sur Elementi. Quels sont les impacts de la judiciarisation criminelle pour les statuts des gens que vous accompagnez? Donc, voilà, vous pouvez aller sur le lien de nouveau qui est dans le chat ou vous pouvez scanner les codes QR qu'on a sur sur l'écran. Donc, merci pour la réponse. Mm. Mm. On se donne encore 30 secondes. Mm. Mhm. Mhm. Fait qu'on peut aller voir direct. On peut enlever le QR code. Ouais, c'est pas nous. C'est ça. Donc, parfait pour les réponses. Jeanne Okumba, commentaire? Ben oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impacts émotionnels, psychologiques et sociaux et tout ça. Nous, notre question, c'était vraiment plus par rapport au statut, mais tu sais, vos réponses y mettent en lumière aussi que ça peut se répercuter partout dans toutes les sphères de la vie, là. Mais effectivement, les causes criminelles peuvent mener à la déportation, l'obtention du statut de citoyenneté. Fait que c'est justement un des objectifs qu'on a de sensibiliser les avocats que, tu sais, des fois, là, pour un petit vol de 10 $, ben, la personne peut avoir un casier criminel quand c'est un vol de subsistance, de survie. Il vole quelque chose parce il a besoin de manger ou parce qu'il a besoin de se laver ou quelque chose. Donc, de faire partie du programme PAGIC, ça pourrait éventuellement, tu sais, surtout si la personne n'a aucun antécédent, ça pourrait retirer son casier criminel, puis vraiment, tu sais, ça a un gros impact sur le processus d'immigration, là. Fait que c'est un de nos objectifs avec le programme PAGIC parce qu'il y a, tu sais, vous le savez probablement, mais des avocats de l'aide juridique en immigration, il y en a vraiment pas beaucoup. Fait que si les avocats qui sont pas spécialisés en immigration, on peut au moins faire ce petit lien-là, ben ça va être ça. Je sais Bien pas si c'est sûr. quelque chose à rajouter. Parfait. Donc, et bon, à quoi ressemble le projet aujourd'hui depuis sa mise en œuvre? Comment est-ce que vous voyez l'interaction avec les organismes, avec les gens qui cherchent bon, des soutiens à ce sujet-là? Mhm. Depuis la mise en œuvre du projet Plein Accès, on a fait pour le moment 3 rencontres où on a pu avoir une dizaine de personnes. Comme c'est les tout débuts du projet, donc on n'a pas encore rejoint plus de personnes que ça. Mais pour le moment, les rencontres fonctionnent un peu sous forme de groupe semi-ouvert, ce qui permet à ce que des personnes puissent rejoindre quand même les rencontres au fur et à mesure. Donc, on essaye aussi d'offrir un espace confidentiel, sécuritaire, où les personnes peuvent venir se déposer tranquillement, parler de leur vécu, leur parcours, les défis auxquels ils ont eu à faire depuis qu'ils sont ici. Et comme voilà, ça a pu être démontré dans les questions, dans les réponses, en tout cas sur Menti,
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détresse émotionnelle. Euh, et pour la plupart aussi, il y a beaucoup de désillusions parce que quand une personne est engagée dans un parcours migratoire, il y a aussi des fois une idée de, voilà, d'aller en tout cas trouver quelque chose de mieux qu'on avait chez nous, peu importe les raisons pour lesquelles on part. Donc, on a aussi une image qui, voilà, du pays d'arrivée, d'accueil, qui, une fois sur place, peut vraiment changer énormément. Il y a comme un choc vraiment entre ce qu'on pensait qu'on allait trouver et ce qu'on trouve réellement sur place. Euh, en parlant de ça, je parle de judiciarisation, de profilage, de pas trouver un endroit où, voilà, tout simplement où rester. Donc, c'est, ces échanges-là, ces rencontres avec les personnes ont été très enrichissantes pour nous parce que ça nous a aussi permis de comment dire, de récalibrer, entre guillemets, la mise en œuvre de notre projet sur comment atteindre le maximum de personnes possible, comment pouvoir faire de la sensibilisation et vraiment rejoindre le maximum de personnes euh, là où ils se tiennent, en fait. Parfait. Donc, question finale pour ces questions, on n'a pas de vérification sur Elementi. Et quelles sont les perspectives pour les projets et pour les futurs? Oh, putain. Oui, ben comme Kumba l'a dit, dans la première année, tu sais, on s'est rendu compte que de faire venir les personnes à la clinique, des fois ça fonctionnait, mais des fois ça avait justement quelques contraintes, là, comme c'est demandé dans le cadre, que les personnes n'ont pas nécessairement accès à nos services ou connaissent pas, ou tu sais, ça peut créer des barrières, là, on va se le dire, surtout quand il y a déjà toutes les barrières institutionnelles, puis tout le stress relié à l'itinérance, à la judiciarisation et au statut d'immigration. Fait qu'on s'est rendu compte que peut-être que c'est préférable d'aller vers les personnes plutôt que les personnes viennent vers nous. Donc, pour l'année 2025-2026, c'est ce qu'on veut faire, c'est d'aller rejoindre les personnes directement dans les organismes qu'elles fréquentent. Fait que ça va nous permettre vraiment de mieux comprendre les réalités pour démontrer l'impact de la judiciarisation à nos partenaires, de documenter tout ça aussi, puis de tenter d'adapter nos pratiques au long terme. Fait que c'est ça, pour que les personnes, des fois, qui soient plus craintives, qui n'ont pas le temps euh, d'aller vers elles, ça peut ouvrir l'accès puis d'éviter aussi le processus criminel régulier parce que des fois, ben, les personnes ne savent pas nécessairement là, qu'il y a ce programme-là qui existe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont admissibles, mais des fois, en discutant avec l'avocate, si c'est à la Cour municipale de Montréal, ça peut, on peut faciliter ça aussi. Fait qu'on profite de notre présentation aujourd'hui pour vous lancer l'invitation, justement, si vous travaillez dans un organisme communautaire qui accueille des personnes en statut précaire d'immigration et qui sont en situation d'itinérance et qui sont judiciarisés, ben, à nous écrire si vous voulez qu'on aille dans votre organisme pour faire une séance de ce projet-là. Euh, Puis on va faire aussi à partir de l'automne, une fois par saison, une rencontre sur un sujet spécifique dans nos locaux qui va être ouvert à toutes les personnes. Tu sais, on peut envoyer l'invitation à large aux organismes partenaires et tout ça. Comme ça, tu sais, on va encore avoir l'aspect que les personnes puissent venir dans nos locaux, mais en plus, on va faire pour certaines personnes un premier contact en allant chez elles. Bah, bah, merci de nous avoir écoutés, merci pour vos recommandations, vos questions. Euh, à bientôt, j'espère, dans vos organismes. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés pour qu'on vienne directement à la rencontre des personnes que vous accompagnez. Une information qu'on a oublié de vous mentionner aussi, c'est que, ben, il est écrit sur l'affiche, mais quand on va dans les organismes, nous, on trouve que la parole des personnes, c'est vraiment important. Puis, on veut pas leur temps aussi. Puis, tu sais, en guise de reconnaissance, on offre un 20 symbolique aux participants, participantes quand elles viennent nous expliquer leurs expériences
par rapport au profilage, tu sais, c'est un type de reconnaissance qu'on offre parce qu'on veut vraiment travailler avec les personnes et non juste pour les personnes, là. Fait que c'est ça. N'hésitez pas à nous écrire. On a quatre places à l'automne, trois places à l'automne. Puis il y a déjà un organisme qui a réservé une date, là. Fait que si vous voulez qu'on aide dans vos organismes, C'est maintenant. c'est maintenant. Merci beaucoup. Puis on va peut-être se voir au 5 à 7 tantôt.